Notre experte cette semaine est Marie-Laure Stéphanie, bonjour. Bonjour Aurélien. Vous êtes enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de l'Université catholique de Lille et responsable pédagogique en aménagement, ingénierie et architecture dans cette même école. Chaque mois, vous nous faites découvrir un lieu architectural méconnu ou sous-coté de la région. Cette semaine, direction Amiens. En sortant de la gare, impossible de la manquer, cette silhouette massive vue depuis 70 ans, la Tour Perret. Une tour controversée. Oui, c'est une tour qui est assez controversée, mais malheureusement pas très connue, mal connue, on va dire. Alors elle est adulée par certains parce que c'est une prouesse technique qui mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que c'est Auguste Perret, son concepteur. Et puis d'autres qui connaissent pas trop ou qui la voient un peu comme un ovni, une verrue, un objet qui est pas très bien identifié dans la ville d'Amiens. Et c'est aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que c'est une tour qui a eu plusieurs vies. C'est un peu le sujet de l'œil de l'expert sur le patrimoine. Et puis voilà, c'est un édifice qui est à la fois expérimental et puis qui revit une nouvelle vie aujourd'hui grâce au travail d'Auguste Perret qui est mis en avant. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Marie-Laure Stéphanie, c'est une histoire qui commence après la Seconde Guerre mondiale, Amiens complètement bombardé plusieurs fois, une première fois en 1940, une deuxième fois par les Alliés à la Libération. Et cette tour, elle fait partie de cette histoire de la reconstruction d'Amiens. Mais oui, parce qu'en 1940, les bombardements sont stratégiques. On détruit la gare de Saint-Roch et donc il faut repenser pendant la guerre. On repense immédiatement l'après-guerre avec un projet global de reconstruction. Donc dès octobre 1940, ça sera comme ça pour toutes les grandes villes, dès octobre 1940, il y a un concours qui est lancé et c'est Pierre Dufaux, qui est architecte, enfant d'architecte, donc très bien placé dans le milieu, qui a le Grand Prix de Rome en 1938 aussi et qui va être en charge de la reconstruction d'Amiens, de Caen également, qui Caen, fait ville partie, aussi détruite bien détruite pendant la guerre. également. Alors, il y a une première esquisse qui va être dessinée en 1940 et jusqu'à la fin 1949, il va y avoir plein de changements. Alors, c'est plein d'interventions qui sont prévues, hein. Il y a un nouveau tracé des rues, des avenues, il y a la place de la voiture, il y a des nouvelles places communes qui vont être dessinées. On va élargir les voies, on va réorganiser les îlots et urbains. Et puis, il y a surtout un sujet, c'est qu'on veut créer un signal fort et haut, comparable au beffroi qu'on peut connaître dans le nord. Et puis, surtout un symbole qui permette d'imaginer la reconstruction de cette ville Pourquoi on a besoin d'un qui renaît. symbole? Parce que c'est important pour montrer que cette ville va se relever de ses ruines. Et donc, Dufaux va faire appel à Auguste Perret, qui est aussi un architecte très connu à ce moment-là. Il va être président du premier ordre des architectes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va prendre naissance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un architecte qui est ultra reconnu, qui sait très bien qui maîtrise parfaitement le béton armé, qui est un nouveau matériau qui va remplacer la pierre. Et il sait construire aussi des bâtiments de grande hauteur. Et ça va être l'architecte notamment du Havre. Marie-Laure Stéphanie, vous nous parlez un peu de Auguste Perret qui naît en 1874 en Belgique. Oui, alors il va assez jeune, il va revenir sur Paris, il va déménager pour aller à Paris en fait, pas revenir, aller avec sa famille. Son père est chef d'entreprise d'une entreprise de BTP dans la construction et il a deux frères qui sont Gustave et Claude et les trois vont reprendre à la suite du décès du père en 1905, ils vont reprendre l'entreprise. Alors Auguste, c'est un peu particulier parce qu'il va faire des études d'architecture dans les trois, c'est celui qui s'oriente plus vers la conception, mais en fait, il n'aura pas son diplôme d'architecture. Il va abandonner avant. Il est très doué. Il est très doué et ses enseignants des Beaux-Arts de Paris vont même dire, en fait, il sait tout, quoi. Il sait déjà tout et c'est vrai qu'il maîtrise la conception et il maîtrise surtout la construction grâce à sa famille d'entrepreneurs. Et puis, Gustave et Claude vont travailler avec lui de pair. Il Un va... profil très polyvalent. Oui, tous les trois, ingénierie, construction, conception, ça va très bien marcher. Avant la Seconde Guerre, il va y avoir des projets clés, dont un premier projet en 1903-4, il faut bien imaginer, le premier immeuble, rue Franklin dans le 16e, un premier immeuble d'habitation fait en structure en béton armé. Donc, qui va permettre de dégager les espaces, poteaux-poutres, plus de lumière. En 1913, il sera inauguré le théâtre des Champs-Élysées. C'est pas lui le concepteur initial, mais il s'y connaît
tellement bien en conception en béton armé qu'il va prendre la place du concepteur. Donc voilà, pour nous, l'architecte, c'est Auguste Perret, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis c'est là que va naître le modernisme parce qu'il va faire un équipement incroyable, une immense pièce de salle de spectacle sans poteaux. Donc c'est assez étonnant. Et en 1923, alors là c'est l'apogée, on va dire. Il sera l'auteur, le concepteur de l'église Notre-Dame du Raincy, qui n'a pas beaucoup d'argent, et lui va proposer une cathédrale, la cathédrale en béton armé, qui va permettre d'avoir des grands volumes, des grands espaces, des grandes fenêtres, à un coût très maîtrisé, avec le béton armé encore une fois. C'est une personne qui vous inspire dans votre métier, Marie-Laure Stéphanie? Oui, c'est une référence. On a Le Corbusier, évidemment, d'un certain côté, et puis on a Auguste Perret d'un autre, parce que il va travailler le béton comme il aurait pu travailler la pierre, sauf qu'il prend le béton parce que c'est un matériau économe. Il a une rigueur géométrique très forte, beaucoup de symétrie, la structure doit être visible, donc il travaille vraiment avec cette structure pour la mettre en avant, d'où la notion de brutalisme qui va naître. C'est pas une architecture qui est violente, c'est juste une architecture qui met les matériaux d'une manière brute, en fait. Donc on les voit bien. Il va travailler sur des grandes portées, des trames très régulières, et puis du coup c'est un architecte qui est très classique dans ce côté moderne, mais qui va inspirer beaucoup de monde derrière. Le brutalisme, le modernisme, on peut dire également à ces faits d'armes qu'il a reconstruit une partie du centre-ville du Havre, aujourd'hui classé à l'UNESCO. Aujourd'hui, en quoi est visible, autrement que la question de la tour Perret, où est-ce qu'est visible à Amiens son travail? Alors, donc il y a le Havre qui va être effectivement, il va redessiner tout le Havre dès 1940, et puis après c'est jusqu'à après sa mort, hein, d'ailleurs, que ça va se reconstruire. Donc ça c'est le projet quand même clé après la Seconde Guerre mondiale. La tour Perret, pour en revenir à cette tour, surtout, c'est que elle a été classée dès les années 1949 comme un immeuble expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est extraordinaire dans sa conception. Il faut imaginer que cette tour, on connaissait pas en fait de gratte-ciel en France. Ça va être le premier gratte-ciel européen. Une tour, on sait pas trop ce qu'on va y mettre encore à ce moment-là, avec des pieux, des fondations qui vont très profondément dans le sol, jusqu'à 19 mètres en profondeur pour tenir cet élément. Aux États-Unis, on connaît déjà les gratte-ciels dès 1880. On a des structures comme ça qui vont toucher le ciel, mais avec une structure métallique en acier, mais pas en béton. Donc là, c'est ça le côté un peu nouveau. On atteint plus de 104 mètres. Exactement, en hauteur. Et puis, il y a entre 25, 26, 28 niveaux. C'est plus haut que la cathédrale d'Amiens? Ah, alors ça, la cathédrale d'Amiens, ça, je sais pas bien. Je sais pas bien, il faudrait vérifier avec effectivement la tour. À vérifier. Mais on la voit de très très loin. On la voit, oui, on la voit de très très loin sur le plateau. Quand on arrive sur Amiens, on voit les différences, ces deux tours en fait. Et donc on a cette première tour européenne, ce premier gratte-ciel finalement, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va en faire. Ben voilà, en 1952, elle est achevée. On achève le gros œuvre avec les plateaux et les murs extérieurs. Voilà. On fait une messe pour célébrer tout ça, mais elle va être inoccupée pendant 8 ans. Alors Auguste Perret, lui, il meurt en 1954, donc il ne verra pas la fin de cette histoire. On va réfléchir à des logements, mais c'est trop cher parce qu'en fait, la tour a coûté très cher. C'était une expérimentation. Donc en fait, on est entre 15 et 20% au-dessus du prix du loyer habituel. C'est vrai que dans cette région et dans le nord, on est plutôt sur un habitat de maison avec des jardins potagers, etc. Et puis surtout, c'est que dans cette tour, les appartements qui auraient pu être conçus au dernier étage reçoivent pas l'eau courante. Donc c'est quand même un problème pour des logements. On réfléchit à des archives, on réfléchit à la démolir, mais c'est un peu osé du fait qu'elle ait coûté cher et que la démolir au bout de 10 ans, c'est un peu exagéré. Donc finalement, c'est en 59, c'est un architecte promoteur immobilier qui va se lancer, François Speury, et qui va racheter cette tour et qui va en faire une tour d'habitation et de bureau. Et elle sera inaugurée 1 an plus tard et 2 ans
après, il y a des habitants qui vont enfin l'occuper et on aura du tourisme. Elle sera visitée jusque dans les années 70. Voilà. On a eu une précision de notre technicien Mathieu Dubois. La cathédrale est un peu plus haute Ah, voilà, que la tour, 113 mètres parfait. pour la cathédrale et 110 mètres donc avec les Oui, extensions pour nouvelle. la tour Perret. On est dans les années 60, on peut commencer à visiter et à vivre dans Oui. cette tour, mais ça va pas continuer. Alors, en 75, elle est inscrite au monument historique avec sa façade et sa couverture, voilà, l'enveloppe. Il faudra attendre 2003 pour qu'elle soit inscrite avec l'ensemble architectural cette fois-ci. Alors, bah oui, parce que quand on a conçu la tour, il y avait aussi la place, et puis il y avait des logements, et puis il y avait la gare. C'est un centre vraiment multimodal entre le train, les bus, etc., les voitures. Donc c'est l'ensemble il faudra attendre 2003. Il y a une rénovation générale globale qui va se mettre en place en 2005. Donc je pense non, elle a continué à être occupée. Et puis surtout, ils vont créer un sablier de lumière par un artiste. Au dernier étage, c'est un point lumineux qu'on voit à travers toute la ville et qui la remonte effectivement de 104 à 110 mètres, comme vous disiez à l'instant. Alors, ce qui est important, c'est que cette rénovation générale, elle vient en parallèle Mais elle vient assez du tôt. classement, oui, puis du classement de la tour avec la ville du Havre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a que le Havre qui va être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas comme le Corbusier où il y a tout Mm. un environnement qui est classé. L'ensemble de le Corbusier, l'ensemble de son patrimoine tout a été quasiment classé. Auguste Perret, c'est juste le Havre et cette tour est juste inscrite au patrimoine, au monument historique. Voilà. Monument historique. Et, hum, et donc cette tour Perret qui incarne finalement la reconstruction d'Amiens, elle joue un rôle dans cette reconstruction. Oui, elle joue un rôle, c'est un symbole fort de la reconstruction et puis de ce qu'on a été capable de faire après la Seconde Guerre mondiale, le fait de se relever et puis de démonstrateur, d'avoir beaucoup c'est un bâtiment démonstrateur d'un savoir-faire, du béton armé et des possibilités, voilà, dans cette prise de hauteur de symbole, voilà, et puis de marquer aussi cette nouvelle entrée de la ville. C'est vrai que quand on sort de la gare, c'est le premier élément architectural qu'on voit. C'est un patrimoine, certes remarquable d'un point de vue architectural, mais qui est très contesté. Vous le disiez en introduction, Marie-Laure Stéphanie. Est-ce que un patrimoine peut durer dans le temps s'il est considéré par une partie des habitants comme moche ou pas très élégant? Bah, alors, je sais pas s'il est, très contesté, mais ça a été un choc culturel. Oui, je pense pour, les habitants, qui étaient habitués à une architecture, plus dense, mais plus plate en fait, hein, sur un, 2, 3 niveaux. Amiens, c'est une ville de maisons, un patrimoine, voilà, de maisons. Donc en fait, cette tour, c'est vrai qu'on n'y était pas très habitués. Mais après, ça s'éduque en fait, ça s'apprend. Il faut regarder l'ensemble de l'ouvrage d'Auguste Perret et comprendre en quoi ça a été un personnage extrêmement important en France pour l'architecture moderne et savoir l'accepter. Et puis aujourd'hui, on est surtout dans une logique de pas tout démolir, mais justement de vivre, de réhabiliter les lieux, de faire beaucoup plus de pédagogie. Donc il est hors de question de démolir cette tour Et aujourd'hui. aujourd'hui, à quoi sert cette tour? Eh ben, c'est toujours des logements et des bureaux. Il y a un appartement qui se visite, qui peut se louer. En fait, la tour ne se visite pas, mais il y a un appartement qu'on peut trouver sur Airbnb et toutes ces chaînes, voilà, de location. Et donc, vous pouvez réserver. C'est pour 6 personnes. Et donc, c'est l'occasion de vivre une expérience un peu extraordinaire dans cette tour avec un panorama, voilà, Sur toute la Picardie. 360 degrés. Sur toute la Picardie et sur toute la Somme et la Oui. ville d'Amiens. Merci beaucoup Marie-Laure Stéphanie, l'œil de l'expert cette semaine. Je rappelle Marie-Laure Stéphanie, vous êtes architecte
et enseignante à l'école Junia, l'école d'ingénieurs de l'Université catholique de Lille, responsable pédagogique, aménagement, ingénierie et architecture à cette école. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Aurélien.